Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Florence Servan-Schreiber. Derrière votre nom de famille se cache une véritable dynastie de journalistes, d'intellectuels, d'hommes et de femmes de conviction. Vous êtes née dans une lignée où l'écriture est plus qu'un exutoire, c'est un héritage. Vous, Florence, ne faites pas exception. Très jeune, vous êtes fascinée par les mécanismes de l'âme. Vous vous orientez d'abord vers le cinéma, puis vers la psychologie par le biais du journalisme, un chemin presque naturel pour une Servan-Schreiber. Et vous choisissez d'y tracer votre propre voie, loin de la politique ou de l'économie. Solaire, intuitive, curieuse, vous préférez les chemins intérieurs à ceux du pouvoir. En d'autres termes, vous êtes la pionnière du bonheur et éclairée par la science, vous êtes un esprit libre, une femme qui a transformé le regard des Français sur la psychologie. Bonjour Florence. Bonjour. Avant de plonger dans les secrets du bonheur, revenons à la genèse de votre parcours. Quel genre de petite fille vous étiez ? J'étais une petite fille assez entourée parce que, vous l'avez dit, j'appartiens à une tribu. Dans cette tribu, beaucoup de cousins, une grand-mère très présente, Denise Servan-Schreiber, qui a donc élevé toute cette génération avant nous. J'étais dans cette tribu relativement invisible. Tout le travail du début de ma vie d'adulte, c'était de sortir de ce cadre-là et de devenir Florence. Votre famille compte de nombreux intellectuels et journalistes. Comment est-ce qu'on réussit à se construire dans ce cadre-là ? Il y a évidemment un avantage énorme à appartenir à une famille où les gens font des choses intéressantes, parlent de sujets intéressants. C'est-à-dire qu'à la maison, on avait à peine le droit à table de demander à quelqu'un de passer le sel parce que ça interrompait une conversation. Donc ça, c'est très stimulant. Et puis de l'autre côté, il y a évidemment une pression qui n'est pas nommée, mais quand même, il faut faire des choses. Et je pense que la pression et ce qu'il y a de commun, c'est qu'il faut faire des choses visibles. Le tout est d'arriver à réconcilier les deux. Est-ce que vous avez senti une pression de la réussite ? Et est-ce que l'héritage est lourd à porter ? La pression de la réussite n'est pas dite. Mais quand même, on attend de vous que vous rentriez dans un cadre précis, c'est-à-dire il faut avoir des bonnes notes, mais ça n'était pas mon cas. Il faut bien écrire le français, mais ça n'était pas mon cas. Enfin, il y avait un certain nombre de choses comme ça qui n'étaient pas mon cas et qui, parce que ça n'était pas mon cas, m'ont donné très tôt la conviction, la sensation qu'il fallait que je fasse les choses à ma manière. Donc oui, il y avait une pression, mais grâce à cette pression, ça m'a permis de développer les choses comme je l'entendais. Ça m'a presque donné de la liberté. Et le rapport au père quand on est la fille d'une personnalité aussi iconique que Jean-Louis Servan-Schreiber, homme de presse dont on connaît tous le parcours remarquable ? Je voudrais vous parler non seulement de Jean-Louis, mais de ma mère, Claude. Elle aussi est une intellectuelle, autrice, journaliste, femme de presse, femme de conviction, féministe, totalement engagée. Donc les deux parents portaient chacun leurs convictions et leur puissance. Je crois que tout le monde vit avec ses parents tels qu'ils sont. Ils étaient comme ça. Je n'ai aucun point de comparaison. Donc pour moi, c'était des gens normaux. Vous avez senti que vous étiez programmée à penser, à écrire, à réfléchir plus qu'une jeune fille qui serait née dans un univers intellectuellement moins stimulant ? Programmée, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a un peu... Alors d'abord, je voudrais juste parler de cette famille. Nous sommes, je pense, aujourd'hui pas loin de 200 et on connaît toujours les 5 mêmes noms. Donc, il y a quand même 195 autres personnes qui sont médecins, qui sont épiciers, qui travaillent dans des entreprises, qui sont jardiniers. Enfin, il y a absolument tout. Donc, je crois qu'on pense toujours aux mêmes. Mais pour ce qui est de l'écriture, c'est vrai que lorsque j'ai publié 3 kiffs par jour, c'était le 100e livre publié par un Servan-Schreiber depuis mon grand-père, qui lui a dû en publier 17. Il était lui-même journaliste et auteur. Donc, il y a un petit atavisme qui facilite légèrement les choses. Donc, c'est vrai que dans ma famille, on ne se dit pas tant « est-ce que j'ai envie d'écrire un livre ?», mais on se demande « quel livre est-ce que j'ai envie d'écrire ?»
Et dans tout ça, la psychologie, elle arrive comment dans votre vie ? Elle arrive à la sortie de mon adolescence. Mon adolescence a été assez chaotique. Comme je vous disais, j'ai fait les choses à ma manière. Donc, ça implique pas mal de rébellion et même de rébellion envers moi-même. Et je suis partie en Californie. Vous avez évoqué le cinéma. Je suis en effet partie pour faire des études de cinéma à Los Angeles. Mais la Californie, à la fin tout début des années 80, était déjà le temple de la connaissance de soi. Et ce, depuis les années 70, depuis même la fin des années 60. Et j'ai découvert tout ça là-bas. J'ai découvert qu'on pouvait se parler autrement, qu'on pouvait se poser des questions autrement. J'ai été élevée à Paris. Et à Paris, on critique tout. Il y avait justement cette pression familiale où il fallait répondre à certains codes. Et là, je me retrouve dans un endroit où seul mon prénom compte. Personne ne sait qui est un servant Schreiber, ça n'a plus aucune importance. Et c'est la première fois de ma vie que ça n'a plus aucune importance. Et donc, je commence à goûter à ça et je trouve ça fascinant. J'ai 19 ans à ce moment-là et je me dis, mais comment est-ce qu'on ne m'a pas appris tout ça plus tôt ? Je trouvais ça beaucoup plus utile que les maths. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert la psychologie. Quand vous revenez en France, vous en faites quoi de ce bagage en psychologie ? Je change mes études, c'est-à-dire que du cinéma, je passe à la psychologie et j'ai étudié une psychologie qui s'appelle la psychologie transpersonnelle et qui allie non seulement la psychologie clinique à la spiritualité. Donc, j'avais comme ça un panorama très ouvert de ce qu'était l'individu. Et pour gagner ma vie pendant mes études, j'étais l'esclave, il n'y a pas d'autre terme, d'une femme qui faisait de la formation. Enfin, aujourd'hui, ça s'appelle alternant, mais c'était à peu près la même chose. J'étais donc à son service pour m'occuper des participants, imprimer les manuels, des choses comme ça. Et elle enseignait une technique qui s'appelle la programmation neurolinguistique, qui permet d'une part de faire de la thérapie, mais surtout dans le cas présent, qui permettait de mieux communiquer dans les entreprises, de se fixer des objectifs, de négocier, de fonctionner les uns avec les autres. Et donc, mine de rien, à force de la suivre, j'ai appris cette PNL, ça s'appelle la PNL. Et lorsque je suis rentrée en France, la première chose que j'ai faite a été de construire des formations en programmation neurolinguistique. Ça, c'était très, très, très nouveau en France déjà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Est-ce que c'était pas un peu trop novateur pour la France ? Vous avez réussi tout de suite à trouver un public pour ça ? Oui, j'ai trouvé un public. J'étais toujours assez jeune, parce que les premières formations que j'ai animées, c'était à l'âge de 21 ans. Et ça m'intéressait, mais ça n'était pas mon sujet. C'est quelque chose que je savais faire, mais il y a des choses comme ça qu'on sait faire, mais qui ne sont pas nécessairement ce qui nous habite. J'ai rencontré assez rapidement 2 jeunes hommes qui venaient de publier un livre qui s'appelait « Service compris » sur la qualité du service. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait une mission beaucoup plus intéressante qui était d'apprendre aux entreprises françaises. Comme je rentrais des États-Unis, j'avais cette expérience-là des entreprises qui prennent soin de leurs clients. Et donc, on s'est beaucoup amusé pendant une dizaine d'années à enseigner la qualité de service par des biais psychologiques, en ce qui me concernait, auprès des très grandes entreprises françaises pour essayer d'améliorer la manière dont elles fonctionnaient. Donc là, c'était plus mon truc. Florence, bien plus tard, vous initiez la psychologie positive en France. D'où vous vient cet appétit pour l'avant-garde ? Comme j'ai été une élève assez médiocre, j'ai bien compris que je ne serais spécialiste de rien. Enfin, quand je dis que j'ai compris, c'était mon intuition. Et que ma façon d'apprendre est de me jeter vraiment complètement dans l'eau du bain. Et quand je me jette dans l'eau du bain, je découvre quelque chose qui est neuf. Et si c'est neuf, je suis complètement inspirée pour le raconter et pour en parler. Donc, ça impose d'être dans des univers qui sont nouveaux. Donc, déplacé en Californie, évidemment, tout était nouveau. Et c'est vrai que maintenant, depuis 3 générations, alors aujourd'hui, les États-Unis nous posent d'autres problèmes, mais jusqu'au mois de janvier dernier, les États-Unis restaient encore une source d'innovation qui nous ont toujours plu. La presse de nos parents, de mes parents en tout cas, venait des magazines américains. C'était cette inspiration-là. Mon grand-père, en son temps, voyageait beaucoup, etc. Pour mes cousins et moi-même, ça a pu être la médecine, la psychologie et Internet. Voilà. Donc c'est ça la nouveauté chez nous. Vous avez également été pionnière dans l'art de parler du bonheur sans culpabiliser. Comment éviter l'injonction au bonheur ? Le malheur est tellement présent et se charge tellement de nous remettre à notre place
que je considère que quand on a 5 minutes, il vaut mieux les consacrer à se demander comment on peut se sentir plus à sa place, puisque de toute façon, on sera balayé dans les 10 minutes ou dans la semaine par quelque chose de beaucoup plus dur. Donc, il n'y a pas d'injonction. On fait ce qu'on peut, comme on est, avec ce qu'on a, du mieux possible. Voilà, c'est ça ma recommandation. Quel conseil donneriez-vous à une femme en 2025 pour réussir à trouver un équilibre dans sa vie ? Tout essayer. C'est-à-dire que la seule façon de faire ses choix, la seule façon de se tromper aussi, c'est de se lancer dans des choses, d'essayer. J'observe les jeunes femmes autour de moi qui, beaucoup plus que nous ne l'avons fait, sont capables de changer complètement, changer de vie, changer de Jules, changer d'endroit où elles vivent, changer de pays, changer de métier, changer d'aspiration. Je trouve ça rassurant parce que ça permet d'essayer les choses et puis quand même, quand ça sonne juste, de s'arrêter et de creuser et de construire, parce que ça aussi c'est quand même très amusant de construire quelque chose. À travers vos rencontres, quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise sur le bonheur ? Que le bonheur vient des autres. Alors, je vais quand même préciser, ça vient avant tout de la manière dont nous interprétons, dont nous vivons, etc. Mais les plus grands bonheurs, je vais le dire comme ça, viennent de nos contacts avec d'autres gens. Parce que c'est ça qui va nous étonner, qui sera câlin, qui sera chaud, qui sera surprenant, qui sera imprévu. On vous imagine très connecté à vos intuitions, mais est-ce possible de s'écouter réellement pour être parfaitement aligné avec soi-même ? Plus que de s'écouter, il faut se respecter. Et il y a des choses que l'on finit par connaître de soi, que seule l'expérience nous enseigne. Et quand on a trouvé ce qui, en effet, va nous faire du bien, va nous permettre de perdre la notion du temps, va nous permettre de nous relier, à ce moment-là, de se concentrer là-dessus. Ça n'est pas tant de l'intuition que de l'action ciblée. Donc, c'est accessible à tout le monde. Dans les nombreuses choses que vous avez faites, et Dieu sait s'il y en a, vous avez également animé une émission télé, Mes recettes qui font du bien. Est-ce que vous sous-entendez que le bien-être passe par ce que l'on mange ? Je sous-entends que la cuisine fait totalement partie de mon bonheur. L'idée de cette émission m'est venue après le décès de mon cousin David Servan-Schreiber, qui était psychiatre emporté par une tumeur au cerveau. Et David a beaucoup travaillé sur l'alimentation notamment, enfin sur tout ce qui pouvait aider son corps à se battre contre ce cancer. Et j'ai réalisé à quel point nous savions à ce moment-là peu de choses sur l'impact réel des aliments. Mais quand je vous parle réel, c'est des myrtilles, des framboises, du melon, des yaourts. Chaque aliment a ses propriétés, des épices aussi. Et j'ai eu envie de partager tout ça, d'intégrer toutes ces connaissances à des recettes, puisqu'il y a un moment, il faut quand même cuisiner des choses pour que ce soit bon. Et comme par ailleurs, j'adore cuisiner, ça fait partie de mes grandes sources de plaisir. J'ai mélangé tout ça. Si vous pouviez revenir sur un moment de votre vie en y apportant un changement, ce serait lequel ? Aucun, parce que même les choses désastreuses, finalement, je préfère gravir des montagnes. Je préfère toujours monter. Je déteste la descente, donc ça, c'est sûr. Donc il y en a eu, des descentes, mais c'est toujours suivi par une remontée et c'est celle-là qui m'a toujours plu. Rétrospectivement, quelle est la plus grande leçon que vous ayez apprise dans votre parcours ? Que ça va aller. Je viens de faire un travail, c'est la première fois que j'en parle sur votre podcast, qui consiste à reprendre justement tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai commencé par mon enfance, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, les questions que vous me posez aujourd'hui, qui sont les parents que j'ai eus, les frères et sœurs que j'ai eus, les cousins que j'ai eus, les études que j'ai faites, les différents projets que j'ai menés. Et je dois dire que souvent on dit avec l'âge on devient plus sage. Je sais absolument pas ce que ça veut dire parce que j'ai toujours l'impression d'avoir 8 ans à l'intérieur de moi-même. Mais ça m'a quand même permis de ressentir quelque chose pour la première fois, c'est que ça va. J'ai en gros réalisé tout ce que j'ai eu envie de réaliser. Et ça m'apporte une paix considérable parce qu'à partir de maintenant, c'est tout bonus, c'est tout en plus. Donc voilà la leçon. Si on fait l'effort de faire ce dont on a envie, eh bien, il y a un jour où on bascule dans « maintenant c'est cadeau ». Vos livres, qui sont tous des best-sellers, 3 kiffs par jour, Power Patate, La Fabrique à kiff, Bloom, ils sont légers,
Ils sont profonds. Quel est le moteur de cette écriture ? Alors, vous visez tout à fait juste. Ma mission de vie, on va dire ça comme ça, ce serait de gonfler des ballons, d'une part, mais ça on n'en fait pas un métier. Mais c'est l'équivalent, c'est d'apporter de la légèreté. Je trouve que c'est pas lourd, mais tout est assez rigide. Et nous avons absolument toutes et tous, et moi en premier, besoin de saupoudrer de la légèreté, et c'est ce que font ces livres. Je vais chercher des choses sérieuses, mais absolument pas sérieusement, parce que ça, je ne sais pas le faire. J'aime trop les couleurs. Dans tous ces livres, est-ce qu'il y en a un qui vous ressemble le plus et qui serait peut-être plus personnel ? Celui qui me colle aux semelles, c'est 3 kiffs par jour, parce que c'est celui qui a eu le plus de succès. Mais c'est vrai que c'était le plus spontané, puisque c'est un livre que j'ai écrit pour une raison très simple. Je venais d'apprendre ce qu'était la psychologie positive, donc je rentrais du Far West, et j'étais tellement excitée que je me suis dit que j'avais envie de raconter tout ça, surtout pour ne pas oublier ce que j'avais appris. Et donc assez naturellement, dans ce travail-là, j'y ai mêlé ce que j'ai appris à mon expérience, parce que la psychologie positive, c'est quelque chose que nous ajoutons à notre vie. C'est pas quelque chose qui nous répare, c'est quelque chose que nous vivons en plus. Donc, j'étais mon propre cobaye. Alors, on découvre pas mal de choses sur ma vie, sur ma façon d'apprendre, sur la relation avec mon mari, la relation avec mes enfants. Donc, il y a de tout ça là-dedans. Pourquoi d'un livre, de l'écriture, on décide de passer sur scène avec la pièce de théâtre La Fabrique à kiff ? Ça, c'est le moment le plus immense de ma vie, parce que c'était mon rêve d'enfant. À 50 ans, dans un atelier auquel je participais, l'animateur nous demande « Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ?» Je n'ai pas la réponse, et puis tout à coup, me vient la réponse. J'avais envie, petite, d'être Julie Andrews. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Julie Andrews, c'est une actrice qui a joué Mary Poppins et qui a joué dans La Mélodie du Bonheur, qui pour moi était la personne la plus sensationnelle, parce qu'elle savait chanter, danser, elle cousait des robes dans les rideaux, enfin bon, fantastique. Et donc, je me suis dit que mon métier, qui consiste beaucoup à parler en public sur une scène, était proche de ça, mais ça n'était pas ça. Et je n'avais pas de costume, je ne dansais pas, je ne chantais pas. Et donc, j'ai eu envie de créer un spectacle, alors de jouer un spectacle, mais il a été plus simple de le créer. Et c'est ce que nous avons fait avec un spectacle fantastique qui s'est appelé La Fabrique à kiff. Quand je dis fantastique, c'est dans l'intensité que ça a provoqué chez moi et les réactions que ça a provoqué en face, parce que ça a été un succès dément. Aujourd'hui, quels sont vos engagements et sur quoi portez-vous votre énergie ? J'arrive maintenant à la version un peu plus de l'enseignement que le stade de ma vie me permet de faire, qui est la transmission. Et qui est donc maintenant de m'adresser à des gens beaucoup plus jeunes que ce que j'ai fait jusqu'à présent, puisque n'ayant pas adoré mon enfance, retourner en enfance, ça ne m'intéressait pas. Adolescence, j'en parle même pas. Mais maintenant, je travaille avec de plus jeunes adultes, vraiment qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, etc., qui commencent leur vie pour essayer de leur donner tout ça, comme j'aurais aimé à 19 ou 20 ans qu'on m'apprenne ça. Ça, c'est nouveau. Quelle est votre définition de la liberté intérieure et comment la cultivez-vous, Florence ? Je la cultive en me racontant énormément de choses, en élaborant des plans. Je fais des plans sur toutes les comètes. Et puis ensuite, je me rends à la réalité. Donc, c'est vraiment d'autoriser mon imagination à faire tout ce qu'elle peut faire. Donc, c'est ça mon refuge. On vous dit pionnière inspirante. Est-ce qu'un jour, vous avez douté ? Et quelle a été votre plus grande peur ? Je me fais peur tout le temps. Là où je suis la meilleure, c'est là où j'ai le plus peur. Là où je vais vraiment rassembler absolument toutes mes forces, c'est lorsque j'ai le trac. Donc, je passe mon temps à me mettre dans des situations où je ne sais pas le faire, mais j'y vais quand même. Donc, je ne peux pas vous dire quel est le moment où j'ai eu le plus peur. Peut-être le jour où je me suis jetée d'un avion, parce que c'est un peu intimidant vu d'en haut. J'ai aussi fait une chose qui était d'aller marcher sur des braises pieds nus. Donc là, c'était une peur physique. Mais très franchement, je crois que j'ai plus peur en entrant en scène que du risque de me brûler les pieds. Avez-vous déjà ressenti le fameux syndrome de l'imposteur, si fréquent chez les femmes ? Et si oui, comment est-ce que vous l'avez dépassé ? Je l'ai assez peu ressenti, je vais vous dire pourquoi. Je fais toujours semblant de faire ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que je joue à ce que je suis en train de faire. Quand j'écris un livre, je joue à écrire un livre. Quand je monte sur scène, je joue à monter sur scène. Quand je réponds à vos questions, je joue à répondre à vos questions. Donc, il y a une partie de moi, comme un enfant, qui dit « vas-y, on essaye ». Et on le fait, donc je ne peux pas être imposteur, puisque ça n'est pas moi.
et que c'est une partie de moi qui s'amuse à faire ça. Et quand je vous disais que je fais les choses avec beaucoup de sérieux, mais pas sérieusement, en fait, c'est ça mon secret. C'est que ça n'est pas exactement moi que vous voyez, c'est une partie de moi qui, aujourd'hui, répond au podcast. C'est ça. Mais demain, ça peut être autre chose. Florence, quelle est votre définition de la femme inspirante ? C'est une femme qui sourit. Si elle sourit, c'est que c'est bon. Il y a des choses à apprendre. Une femme qui vous a inspiré ? Julie Andrews, sans conteste. Votre plus gros obstacle ? Ma timidité. Le moment le plus dur ? Mon enfance. Voilà. Le moment le plus fort de votre parcours ? La Fabrique à Kiff, au Grand Rex, devant 3500 personnes, qui chantaient avec nous, qui dansaient avec nous. C'est pour moi, dans ma robe à paillettes, c'est le meilleur souvenir ever. Le moment clé où tout s'est joué ? Mon arrivée en Californie, très clairement. J'ai été exilée, mes parents n'en pouvaient plus de me voir, et ça a été un exil formidable. Est-ce qu'à un moment, vous êtes dit « la marche est trop haute, je renonce » ? Pas souvent, parce que j'ai inventé mes marches. Donc, comme c'est moi qui forge l'escalier, eh bien, j'en ai choisi la hauteur. Votre plus grande fierté ? Ma famille. Je suis mariée depuis 36 ans, donc ça mérite une médaille. J'ai des enfants absolument fantastiques, originaux, humains. Donc, ces gens-là, dément. Votre plus grande victoire ? D'être accompagnée par des muses. J'ai la sensation que je ne suis pas seule à faire ce que je fais. Et j'aime les écouter et les entendre. Donc, c'est d'accepter qu'elles soient là. Votre prochain Everest ? Mon prochain Everest est en cours. Il va arriver au mois de janvier, donc je ne peux pas tout vous dévoiler. Mais c'est un nouveau travail pour moi. Et je peux juste vous dire qu'il parlera d'audace. Et il s'imprime, ce nouvel Everest ? Tout à fait. Quel est le mantra qui vous guide au quotidien ? Mon mantra, c'est « ça va aller, ça va passer ». On va revenir à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Est-ce qu'en voiture, il y a un objet qui ne vous quitte jamais ? Le fil pour brancher mon téléphone. Quel est votre meilleur souvenir en voiture ? J'ai un meilleur souvenir, c'était justement, alors quand nous étions petits, ma grand-mère, Denise, conduisait un break DS et elle venait nous chercher à la sortie de l'école et je crois qu'on s'entassait derrière à 9 cousins, donc 9 petits-enfants comme ça, il y avait des strapontins et tout. Et nous partions vers la Normandie. Dans les années 60 sont arrivés les sacs de congélation qui se ferment. Et donc, quand un garçon avait envie de faire pipi dans la voiture, ma grand-mère lançait derrière un ziploc pour que les garçons puissent faire pipi. Et quand les filles avaient envie de faire pipi, on disait « ça attendra qu'on arrive ». Voilà, ça c'est un souvenir familial épique. Est-ce qu'il y a une musique particulière que vous écoutez en voiture ? J'aime beaucoup la musique d'ascenseur, c'est-à-dire une musique qui va justement ne pas perturber mes pensées. Franchement, aujourd'hui, j'appuie sur un bouton, je ne sais pas ce qui va venir. C'est la merveille de tous ces services de musique où il n'y a pas besoin de se décider. Voilà, c'est typiquement, je vais écouter ça. Au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez des podcasts ? Eh bien, ça dépend de ce qui se passe. Il y a une réaction qui vient de l'hypothalamus, le cerveau derrière, qui fait des choses absolument aberrantes. Je fais partie des gens qui font des choses aberrantes, c'est-à-dire que s'il se passe quoi que ce soit, je vais probablement injurier les gens qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, et puis ensuite ça passe. Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, Florence, on part en road trip. Où est-ce que vous nous emmenez ? Je vous emmène en Provence. Je vous emmène au pied du Luberon, où il y a des villages absolument magnifiques, parce que je connais la route et je peux vous les montrer. Florence, merci pour ce moment plein de bonheur et d'optimisme. Merci à vous. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda.